La CAN 2027 n'a pas encore commencé, et pourtant tout indique qu'un nouveau scandale est déjà en gestation. Ce n'est pas une intuition ni une provocation gratuite, c'est une lecture froide d'un système qui depuis plus de 15 ans reproduit les mêmes mécanismes, commet les mêmes erreurs et s'étonne ensuite des mêmes crises. La Confédération africaine de football n'est pas victime du hasard. Elle est prisonnière de son propre mode de fonctionnement. À chaque cycle, le scénario se répète. Une annonce précoce, spectaculaire, politique, des promesses ambitieuses, des discours rassurants sur la modernisation, la stabilité, la crédibilité internationale. Puis, progressivement, les fissures apparaissent. Les calendriers se brouillent. Les infrastructures tardent. Les garanties financières deviennent floues. Et, à quelques mois du coup d'envoi, l'urgence remplace la planification. La CAN 2027 ne déroge pas à cette logique. Elle en est déjà une illustration. Le premier problème est structurel. La CAF annonce toujours trop tôt, trop vite, trop fort, dans une logique de communication, rarement dans une logique de faisabilité. L'attribution d'une CAN n'est pas traitée comme un projet industriel complexe, mais comme un acte politique symbolique. On désigne un pays ou un bloc régional avant même d'avoir sécurisé l'ensemble des paramètres essentiels. Stades opérationnels, transport, hébergement, sécurité, stabilité institutionnelle, financement garanti. La décision précède l'analyse, et c'est là que tout commence à se dérégler. Annoncer tôt permet de créer un effet d'image. Cela donne le sentiment d'une CAF proactive, visionnaire, organisée. Mais dans les faits, cette anticipation excessive devient un piège. Elle fige des choix qui n'ont pas encore été testés par la réalité. Et surtout, elle laisse peu de marge de manœuvre lorsque les problèmes surgissent. Or, ils surgissent toujours. La question centrale n'est donc pas de savoir si la CAN 2027 connaîtra des turbulences. La question est de savoir à quel moment elles deviendront publiques. Car en coulisses, les alertes existent déjà. Elles ne sont pas toujours relayées officiellement, mais elles circulent dans les fédérations, chez les partenaires, dans les cercles diplomatiques et médiatiques. Le malaise est diffus, mais réel. Deuxième axe fondamental, tous les pays candidats ne sont pas réellement prêts, et la CAF le sait. Mais elle choisit souvent de l'ignorer. La logique n'est pas uniquement sportive ou organisationnelle, elle est aussi géopolitique. Une CAN est un levier d'influence. Elle permet de récompenser un allié, de consolider une zone stratégique, d'envoyer un message politique à l'intérieur du continent. Le problème, c'est que le football finit par payer le prix de ces arbitrages. Être prêt à organiser une CAN ne signifie pas seulement disposer de quelques stades modernes. Cela suppose un écosystème complet, routes, aéroports, sécurité intérieure, coordination gouvernementale, capacité hôtelière, expérience événementielle, stabilité juridique. Or, trop souvent, la CAF confond potentiel et réalité. Elle parie sur des projets en cours, sur des chantiers promis, sur des infrastructures annoncées mais non livrées. Elle parie sur le futur, alors que la CAN, elle, se joue toujours dans le présent. Cette confusion est aggravée par un troisième facteur, l'absence de mécanismes contraignants crédibles. Les cahiers des charges existent, les clauses aussi, mais leur application est irrégulière. Les sanctions sont rarement anticipées, souvent improvisées, parfois annulées. Cela crée un précédent dangereux, celui de l'impunité organisationnelle. Lorsqu'un pays sait qu'un retard, un manquement ou un désistement pourra être absorbé politiquement, l'incitation à respecter les délais s'affaiblit. C'est ici qu'apparaît une question plus dérangeante. Qui bénéficie réellement du chaos organisationnel? Car le désordre n'est jamais neutre. Il redistribue les cartes, il favorise certains acteurs, en affaiblit d'autres. Dans un environnement flou, ceux qui maîtrisent les leviers politiques et institutionnels prennent l'avantage sur ceux qui se contentent du terrain sportif. Les fédérations les plus puissantes savent naviguer dans l'incertitude. Elles disposent de relais, d'alliances, de marges de négociation. Les plus fragiles, elles, subissent. Elles découvrent les changements de calendrier tardivement. Elles adaptent leur préparation dans l'urgence. Elles encaissent les conséquences financières et sportives de décisions qu'elles n'ont pas influencées. Le chaos devient alors un outil de domination indirecte. La CAN 2027 s'inscrit dans ce contexte. Elle hérite d'un passif lourd, CAN déplacée, reportée, réattribuée, compétitions féminines annulées ou sauvées in extremis, finales entachées de polémiques, relations tendues entre la CAF et certaines fédérations majeures.
Penser que la prochaine édition échappera à cette dynamique sans réforme profonde relève de l'illusion. Un autre élément doit être pris en compte, la saturation du calendrier international. La CAF évolue désormais dans un environnement où les compétitions se multiplient, où la Coupe du Monde s'élargit, où les fenêtres FIFA sont sous pression, où les clubs européens défendent leurs intérêts avec de plus en plus de fermeté. Organiser une CAN dans ce contexte nécessite une précision extrême. Or, la CAF continue de fonctionner avec des marges d'approximation incompatibles avec ce nouveau monde. Chaque glissement de date, chaque incertitude logistique, chaque flou organisationnel affaiblit la crédibilité de la compétition. Et cette perte de crédibilité a un coût. Elle pèse sur les diffuseurs, sur les sponsors, sur les joueurs eux-mêmes. Elle alimente l'idée que la CAN est un tournoi instable, imprévisible, difficilement maîtrisable. Une perception injuste pour le football africain, mais entretenue par ses propres instances. Le plus inquiétant dans le cas de la CAN 2027 n'est donc pas un problème précis, c'est l'accumulation de signaux faibles, des annonces enthousiastes sans calendrier détaillé, des pays officiellement désignés mais officieusement sous surveillance, des garanties politiques fortes mais des capacités opérationnelles encore floues. Ce sont ces zones grises qui, historiquement, ont toujours précédé les crises. Et pourtant, tout le monde le sait. Les dirigeants de la CAF le savent, les fédérations le savent, les joueurs le pressentent, les supporters l'ont déjà vécu. Ce qui manque, ce n'est pas le diagnostic, c'est le courage de rompre avec une méthode qui ne fonctionne plus. Dire que la CAN 2027 est déjà bancale ne signifie pas qu'elle sera nécessairement un échec sportif. Le football africain a toujours su produire du jeu, de l'émotion, du talent, même dans des conditions difficiles. Mais à quel prix? Et jusqu'à quand peut-on demander aux acteurs du terrain de compenser les failles du sommet? La vraie question, au fond, est institutionnelle. La CAF veut-elle être une confédération moderne, rigoureuse, prévisible, ou une organisation politique où le football s'adapte aux rapports de force? Tant que cette ambiguïté ne sera pas tranchée, chaque CAN portera en elle les germes du scandale suivant. La CAN 2027 n'a pas commencé, mais elle est déjà un test de crédibilité, un test de gouvernance, un test de maturité. Et pour l'instant, les signaux envoyés ne rassurent tant pas. Le football africain mérite mieux qu'un éternel recommencement. Il mérite une institution capable d'apprendre de ses erreurs. Or, jusqu'ici, la CAF donne surtout l'impression de les recycler.